Optimiser la performance sur le long terme. Stratégie et défi. Qui ne s'est pas un jour posé cette question? Vous, certainement. Nous, on se la pose. En tous les cas, on va se la poser. On va se la poser avec un sportif très grand champion. C'est plus de 390 sélections. C'est 1463 buts. Je vous laisse réfléchir. Juste pour vous dire que des buts, ils en marquent aussi. Il réalise aussi des performances. C'est la société qui nous accompagne et qui sera avec nous, 3DS. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi optimiser la performance sur le long terme, stratégie et défis. C'est parti, Sportif en boîte. 3DS Group est heureux de vous présenter Sportif en boîte. Optimiser la performance sur le long terme, la stratégie et le défi. Bienvenue, soyez les bienvenus dans Sportif en boîte. C'est votre émission faite pour vous, avec vous. Un sportif, alors je vous ai donné deux indices, 390 sélections, 1463 buts, 1m99. C'est 2 Jeux Olympiques, c'est 4 titres de champion du monde, c'est 2 Ligue des Champions. On pourrait continuer comme ça, l'émission serait même pas terminée encore que le palmarès, lui, grandirait. Grandir, il ne le fera plus maintenant, il a arrêté sa carrière. Avec tout ça, c'est Monsieur Jérôme Fernandez, bienvenue. Merci, bonjour. J'ai rien loupé. Bon allez, il y a 2 titres de champion de France, 4 titres de champion d'Espagne. Ah oui, non, c'est pas... Avec le Ciudad de Barcelone. Voilà, c'est un grand, très grand monsieur, accompagné également par un très grand monsieur. C'est le directeur général de la société 3DS. Bienvenue, Marvin. Et bonjour, Jérôme. Alors, je parlais du palmarès à l'instant de Jérôme Fernandez. Ça va pas être simple d'ailleurs pour toi parce que c'est Jérôme. Donc il mais va ça falloir... fait les Jérôme, ça me va très bien. Ça ira très bien. 3DS, je disais tout à l'heure, sur tout ce qui est fait par 3DS, alors peut-être en 2 mots, nous repréciser un petit peu ce que 3DS peut proposer. Et puis derrière, surtout parce que là aussi, il y a eu des victoires et il y en a encore d'autres qui arrivent. Bien sûr. 3DS Group, nous, on est experts en communication visuelle. Ça signifie qu'on conçoit, on fabrique et on installe tout ce qui est lié à la signalétique. Et pour faire plus simple, quand vous arrivez dans un lieu qui est blanc ou qui n'a pas trop d'identité, notre métier, c'est de mettre un petit peu le coup de pouce qui va faire que ça va être beaucoup plus sympathique. Alors effectivement, d'ailleurs, vous pourrez aller sur le site de 3DS pour y trouver ce que son directeur général vient de vous expliciter, à savoir ce qu'ils font, ce qu'ils proposent. Il y a aussi, c'est une entreprise avec des contrats, des partenaires, mais aussi des certifications. Enfin bref, c'est une société qui est posée, qui est installée, qui est ancrée dans son domaine et avec une reconnaissance. Je confirme, aujourd'hui on a 26 ans d'expérience, on traite à peu près 2500 projets par an, on a 70 collaborateurs et pour 14 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est pas mal comme palmarès ça. C'est pas le même palmarès, mais... Ah non, c'est... Ah j'aimerais bien avoir les mêmes bilans. Alors, messieurs, pour traiter de cette thématique centrale d'optimiser la performance sur le long terme, stratégie et défis, on va avoir 3 thématiques, enfin, ils vont avoir 3 thématiques plus précisément, culture organisationnelle et engagement des employés. Et oui, c'est important de savoir un petit peu comment on peut s'organiser, et puis l'engagement des employés / l'engagement dans le sport, comment on fait pour l'appartenance sur le long terme, justement, au sein d'une équipe. Deuxième thématique, modèle de leadership et gestion du changement. Là aussi, important d'avoir des leaders, mais il faut les construire, il faut les repérer, il faut aussi les affiner, puis il faut préparer la suite. Et puis, troisième thématique, formation et développement des compétences. C'est au cœur, j'imagine, vous toutes et tous qui nous regardez, un peu de vos réflexions quasi permanentes, de savoir comment on peut former et accompagner les collaborateurs. Messieurs, on y va. On débute. Première thématique, culture organisationnelle et engagement des employés. Alors, la première question, Jérôme, j'ai envie de te la poser parce que l'organisation et l'engagement on va dire l'engagement des sportifs. Toi, quand tu jouais, que ce soit en club, alors je rappelle, tu as joué en France, tu as joué en Espagne, à Barcelone, Ciudad Real notamment, à Kiel aussi, et que tu jouais donc en club ou en équipe de France, les organisations pouvaient être différentes, mais l'engagement du sportif, c'est un peu centralisateur, c'est toujours le même. Alors c'est toujours le même, oui et non. Il y a des
joueurs, des athlètes qui pensent uniquement à leur carrière individuelle et qui essayent soit d'aller dans le club qui leur propose le meilleur contrat ou dans le club le plus prestigieux. Et puis il y a d'autres athlètes comme moi, puisque ce sont les choix que j'ai eu à faire dans ma carrière. On fait des choix sportifs, des choix d'entraîneur aussi, pour pouvoir progresser de manière continue. On parlait de formation avant. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, pendant tout mon parcours, d'avoir des entraîneurs qui ont su, à chaque fois, m'apporter des petites touches supplémentaires à mon jeu pour essayer de devenir le joueur le plus complet. C'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas, de devenir le meilleur joueur possible avec mes propres qualités, qu'elles soient physiques ou intellectuelles ou en tout cas mentales. Et voilà, donc à chaque fois que j'ai fait des choix, c'était vraiment pour essayer de passer encore un step. Alors bien évidemment en termes de statut du club et pour aller chercher des titres, mais les titres sont des titres collectifs, ce ne sont pas des titres individuels. Et donc pour gagner des titres, il faut être dans le meilleur club possible, dans la meilleure équipe possible, avec les meilleurs coéquipiers possibles. Mais il y a aussi la concurrence, parce qu'on est plusieurs par poste. Et à un moment, il faut comprendre que la concurrence, elle est aussi bénéfique. C'est-à-dire que quand une saison dure 11 mois, on ne peut pas être bon pendant 11 mois. Et si on veut gagner à la fin en équipe, il faut, entre guillemets, qu'on arrive à cohabiter ensemble. Et il faut accepter la concurrence et faire en sorte que celui qui évolue à notre poste soit aussi, entre guillemets, heureux d'évoluer au même poste que soi. Par rapport à ce que dit Jérôme, c'est la culture d'entreprise qui est forte. Je sais qu'elle est importante dans l'écosystème et la réflexion de 3DS. Cette culture solide, pour toi, elle fédère quelque part les employés aussi? Là où je rejoins complètement Jérôme, c'est le mot équipe. C'est-à-dire qu'une entreprise, c'est pas que des individus qui travaillent de façon individuelle que pour leur pomme, c'est surtout un ensemble de personnes qui collaborent et qui font que en fait, cette culture d'entreprise se crée. Puisque sans esprit d'équipe, il n'y a pas de culture d'entreprise. Et après, le rôle d'une direction, c'est de faire en sorte que cet esprit d'équipe perdure pour avancer dans quelque chose qui va être durable. Jérôme disait tout à l'heure, moi j'ai parfois été voir là où il y avait des entraîneurs qui allaient me permettre de progresser. Donc si on le transpose, on va dire le directeur général / son comité de direction avec lui. Mais il parlait, lui, en sous-main, ça voulait dire aussi le bien-être, l'initiative du bien-être. Ça part aussi d'une entreprise, dans une entreprise, que le collaborateur se sente bien. Il parlait tout à l'heure de la santé au niveau mental, se sentir fort. On n'a pas le choix. Il est super important que tout le monde soit positif. Et pour être positif, il faut avoir, on va dire, des conditions de travail qui soient agréables. Il faut avoir un esprit mental collectif qui soit bon, avec des personnes qui collaborent. Quand on voit, tout à l'heure, on parlait de la notion de concurrence, il peut y avoir une concurrence, mais il faut qu'elle soit positive pour tout le monde, sinon ça ne marche pas. Et quand on parle de bien-être mental, c'est aussi du devoir d'une direction d'entreprise que de proposer des actions en interne pour gérer ce bien-être. Et je pense que dans le monde du sport, Jérôme en parlera, mais il y a toujours des coachs pour le mental, des coachs physiques. Nous, c'est pareil. Alors à notre niveau, mais effectivement, on mène pas mal d'actions sur ces sujets-là. Et ce qui va être important aussi, c'est de suivre l'évolution. Développement personnel. Exactement. Donc nous, par exemple, ça passe chaque année, on fait une étude de tous les collaborateurs par un organisme indépendant qui va noter, savoir si on s'améliore ou pas. Et nous, c'est vrai que là, depuis plusieurs années, on voit la note qui s'améliore. Et donc, ça permet de voir que chaque action qui est entreprise dans l'entreprise donne un résultat par la suite qui va être positif pour les collaborateurs. Et après, c'est un cercle vertueux et à la fin, ça donne quelque chose qui est assez magique, quoi. Alors, moi, j'aime beaucoup la pertinence de ce propos parce que, quelque part, on va le transposer dans le domaine... allez, on va prendre l'équipe de France. Tu y as fait quand même une carrière assez longue, de 1997 à 2015. Imaginez quand même, je vous laisse juste voir, pendant 18 ans, il a enfilé le maillot, il était appelé en équipe de France, Jérôme Fernandez. Ce développement personnel également, il a lieu aussi au sein de ce qui est le mieux quand on représente le blason de son pays? Il doit avoir lieu. C'est pas toujours le cas. Mais quand on a un manager effectivement qui est sensible à ces choses-là, c'est beaucoup plus simple. Alors c'est vrai qu'en tant qu'athlète, et notamment pour ceux qui font du sport collectif, on est employé par nos clubs et on est sélectionné par notre pays. Donc il y a beaucoup plus de fierté, je pense, à jouer pour son pays
qu'à jouer pour un club. Alors, moi, j'ai eu la chance de jouer dans le club de mes rêves, le Barça, donc j'étais très fier d'y jouer, mais tous les autres clubs où je suis passé, c'était aussi le cas. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir jouer pour son pays, c'est quand même quelque chose d'un peu plus gratifiant. Et je pense qu'en fait, ce qui est important, c'est de comprendre que quand on est sélectionné en équipe nationale, on doit donner le meilleur de soi-même, alors qu'on n'est pas employé par notre pays, mais par le club. Donc c'est toujours compliqué parce que les calendriers sont très chargés. On a beaucoup de matchs avec les clubs. Ça en rajoute avec l'équipe nationale. Donc il y a de la fatigue, il peut y avoir des petites blessures. Mais on ne refuse jamais d'aller en équipe nationale parce que c'est toujours un plaisir. Et puis en plus, l'encadrement de l'équipe nationale fait que quand on va avec ce staff-là, on sait qu'on va être bien soigné, qu'on va s'entraîner dans des bonnes conditions. Et que du coup, normalement, on est censé revenir au minimum dans le même état, voire en meilleur état que quand on est parti de notre club. Donc voilà, après c'est une relation de confiance aussi qui s'installe. Mais je crois que ce qui est difficile pour les clubs aujourd'hui, et je pense que c'est un peu le même problème que le monde de l'entreprise, c'est qu'on peut avoir des collaborateurs, ou en tout cas nous, des joueurs qui sont sous contrat, qui sont de passage, et qui viennent juste pour y passer un moment de leur carrière, pour que ça soit un tremplin. En règle générale, ces joueurs-là, ils n'y arrivent pas, parce qu'ils n'arrivent pas avec la bonne mentalité. Or, si on arrive à un endroit en se disant « je vais essayer de m'intégrer au mieux, je vais adhérer au projet de jeu et je vais essayer de faire en sorte de respecter tout ce qu'on va me demander pour le projet collectif et pour les objectifs que me fixe mon staff, mais surtout mes dirigeants », à ce moment-là, il peut y avoir, comme on l'a dit, une stabilité dans le projet. Alors, ça peut perdurer et après, ça donne des choses magiques. Ce qui veut dire, avant de conclure cette première partie, Marvin, par rapport à ce qu'il dit, que dans l'entreprise, les gens qui arrivent chez 3DS, d'abord, 3DS, moi, ça j'aime bien te le faire rappeler à chaque fois, parce que tu dis, si j'ai envie de déjeuner avec quelqu'un, c'est déjà mon premier filtre. Je confirme. C'est vrai que quand on fait un entretien avec une personne et qu'on a envie de déjeuner avec elle, on a déjà passé la première barrière. Et là où je vous rejoins, c'est qu'on touche à la notion de sur-mesure. C'est-à-dire que la direction, les managers doivent avoir une approche sur-mesure avec chaque collaborateur. Mais là où parfois ça peut manquer, des fois, c'est que le collaborateur doit aussi avoir une approche sur-mesure avec l'entreprise. C'est-à-dire de prendre en compte la situation et c'est les besoins de chacun qui doivent être respectés. Et là où ça devient plus compliqué à gérer, c'est quand les besoins sont complètement différents et c'est pas adapté tant sur la forme qu'autre chose. Et souvent, si les deux ont une approche sur mesure, en fait, ils se regroupent sur plusieurs points et là, il y a le chemin qui est tracé. Et là, ça marche super bien. Oui. Et ça marche super bien, d'autant mieux que là, on vient de le comprendre, que l'organisation, la culture organisationnelle a son importance. C'est un peu la verticale qui permet d'avoir le guide. Et puis derrière, l'engagement des employés. La deuxième thématique, il faut des leaderships, donc modèle de leadership et gestion du changement. Parce que là, c'est pareil, à un moment donné, on ne peut pas tout le temps rester sur la même voie d'autoroute. Il faut parfois en sortir aussi un petit peu. Alors la première question, Marvin, du côté de 3DS, la notion de leadership, est-ce qu'elle est quelque chose de puissant ou quelque chose qui est juste là, présent? Leadership, outre le fait que ça doit être puissant, mais c'est très important. Ouais. Puisque bien souvent, on ne travaille pas pour une entreprise, on travaille pour celui qui nous suit au quotidien. Et en fait, il y a un attachement qui se fait, et on le voit quand ça se passe bien avec son manager, qu'il nous donne envie d'y aller. En fait, c'est là où il nous oblige et qui nous emmène à nous dépasser, à nous surpasser. Et les personnes adorent ça. Puisque à partir du moment où elles ont ça, tous les jours, tu as envie de venir. Puisque tu te dis, je vais apprendre, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire plaisir. On revient à la notion de plaisir. Et quand on a quelqu'un au-dessus de nous qui est relativement bloqué, qui n'est pas très agréable, pas très sympa, bien souvent, on appuie sur le frein de façon indirecte et on revient au basique. Et après, la notion de leader, chez nous en tout cas, je considère, moi, qu'il faut que ça soit quelqu'un qui soit issu du terrain. Autrement dit, on ne peut pas faire venir quelqu'un et lui dire « Tiens, demain, tu vas être président, directeur général » sans connaître le métier, sans être passé par là, sans avoir passé des journées. Nous, dans notre métier, c'est à la pause, à l'usine, à l'atelier, à la gestion de projet. Si tu ne maîtrises pas ça, tu ne peux pas donner de bons conseils. Ça ne va pas fonctionner. Voilà. Et alors, ce que tu dis, si on le transpose, c'est pareil pour toi dans le hand. Il y a un moment donné, s'il y a
Toi, tu jouais arrière gauche. Tu as formé avec de nombreux joueurs des pairs incroyables. Je pense à Didier Dinard notamment, mais pas que. Mais à un moment donné, si tu t'es pas mis, comme il dit là, dans la peau du gardien, dans la peau du pivot, etc., à un moment donné, ça fonctionnera pas parce que les remarques que tu peux faire, pertinentes soient-elles, peut te dire, mais attends, t'es gentil, mais tu sais pas ce que c'est que de jouer à mon poste, ou en gros. Oui, alors après, c'est pas forcément une question de poste, mais je crois que on a eu la chance d'avoir deux très grands leaders, deux très grands sélectionneurs, en la personne de Daniel Costantini et Claude Onesta. Voilà, ce sont à la base des professeurs de sport qui ont aussi été joueurs de haut niveau à leur époque en France. Ils ont d'ailleurs porté le maillot de l'équipe de France. Donc ils ont cette appartenance aussi au maillot bleu. Je précise juste une chose pour ceux qui nous écoutent. Daniel Costantini, qui restera à jamais le premier entraîneur français à être devenu champion du monde avec une équipe de France. C'était bien avant, c'était avant Aimé Jacquet. Donc je le reprécise. En 1995. Ouais, 1995, exactement. Je le reprécise, petit clin d'œil à Daniel, parce que c'est important de voir que le hand, en l'occurrence, là, et là on est pile poil dans ce que disait à l'instant Marvin. Et dans la partie club, les entraîneurs qui m'ont le plus apporté ont été d'anciens joueurs de très haut niveau aussi, parce qu'ils avaient justement cette compréhension de l'état psychologique, physique de chaque joueur de leur équipe, et ils savaient jouer sur des leviers de motivation, et ils pouvaient aussi comprendre à certains moments qu'on soit fatigué physiquement ou mentalement, et relâcher un peu la pression. Donc quand vous gérez une équipe de très très haut niveau, surtout sur une période aussi longue qu'une saison sportive, vous ne pouvez pas rentrer dans vos joueurs de manière permanente tous les jours de la même façon, parce qu'à un moment, le discours, il passe plus. Oui, voilà. On ne peut pas en permanence dire mais ça va pas. Enfin, c'est comme crier. Il y a un moment donné, il faut le faire, faut l'utiliser à bon escient. Et par rapport à ça, gestion du changement, messieurs, comment on fait? Est-ce que c'est la même chose dans une entreprise que dans un club ou une équipe nationale? Dans une entreprise, la gestion du changement, la transformation. Parce que forcément, pour avancer, il faut se transformer. On ne peut pas rester tout le temps sur la même stature. Bien sûr, et je pense que déjà, il y a une question sur la communication. C'est-à-dire que soit l'entreprise est adepte au changement, puisqu'une entreprise, c'est mouvant, puisque globalement, il y a un monde qui bouge, il y a des clients qui bougent, il y a des besoins qui sont différents, il y a des technologies qui arrivent, qui fait que déjà, de base, on doit être en changement permanent. On doit savoir s'adapter. Donc en fait, il y a la culture déjà interne d'expliquer à n'importe quel collaborateur qui arrive ou qui est présent, de dire c'est normal qu'on change. C'est même plutôt positif parce que ça veut dire qu'on s'adapte aux besoins, on revient à l'approche sur mesure qu'on expliquait tout à l'heure. Et ensuite, c'est juste une question d'accompagnement. Il y a des personnes qui vont être très réceptives au changement, ça va se faire tout de suite, très rapidement. Et puis il y en a d'autres qui vont avoir besoin de plus d'accompagnement. Mais d'une façon générale, quand on communique, qu'on réalise... parce qu'on a bien préparé l'opération, et qu'ensuite on écoute les retours. C'est ça le plus important. C'est d'écouter le retour. Ok, on a changé, voilà la stratégie qu'on a mis, on l'a inventée, préparée, mais maintenant on l'a déployée. Il va y avoir des retours. Et ces retours-là, il faut les prendre en compte. Parce qu'entre être une cellule à 5-10 et dire bon, bah, on a fait ça entre nous, on l'a bien préparé, on est sûr que ça marche, et la déployer ensuite, alors nous on est 70, la déployer à 70, il faut écouter les retours. Et repasser dans le circuit en disant on écoute les retours, on prend en compte, on change et on avance. Alors, ça, c'est très important. On écoute les retours. Alors maintenant, ce qu'on va faire, je vais les emmener tous les deux. On va aller maintenant dans le vestiaire. On est à la mi-temps, finale championnat du monde, Jérôme. OK. L'équipe de France est menée. Que ce soit Daniel Costantini ou Claude Onesta, donc Marvin Noir en l'occurrence, lui pour 3DS, ils ont pris des décisions, des options tactiques. Vous, sur le terrain, donc c'est-à-dire les collaborateurs de 3DS à ce moment-là, s'aperçoivent que vous n'y arrivez pas, pour raison X ou Y. Ce qu'il vient de dire là, on est dans le vestiaire. Ça veut dire que là, c'est les collaborateurs. C'est vous qui allez dire à Claude ou à Daniel « Attends, coach, ça va pas, on n'y arrive pas. » Non, mais c'est ça, c'est quand il dit « Écoutez... » Après, ça dépend des caractères des gens. Oui. Et puis des époques aussi. C'est sûr qu'à l'époque de Daniel, Daniel était très directif, donc c'était plutôt lui qui avait tendance à nous dire ce qu'on avait à faire, et après, à la limite, à revenir en arrière, à dire « Je me suis trompé, donc on va partir sur autre chose ». Quand ensuite on a eu Claude, là c'était beaucoup plus collaboratif, et effectivement nous on avait la permission
de faire ce retour-là et de dire, bah, tiens, on s'est peut-être trompé, ou sur la première mi-temps, il y a ça qui n'a pas marché, et puis il y a ça qui a marché, donc il va falloir continuer ce qui a bien fonctionné et changer ce qui n'a pas fonctionné, etc. Donc en fait, ça dépend effectivement du leader que vous avez en face. Moi, personnellement, pour avoir été et joueur et entraîneur, j'étais beaucoup plus dans le collaboratif, parce que je pouvais comprendre qu'à certains moments, bah, les choix que j'avais faits n'étaient pas forcément les bons, et que le ressenti, on l'a quand on est à l'intérieur, sur le terrain. Donc il faut être aussi à l'écoute. Après, on n'est pas obligé, entre guillemets, d'aller toujours dans le sens des collaborateurs, mais en tout cas, d'avoir cette écoute-là, d'avoir l'analyse rapide, et de se dire, bah, tiens, ouais, peut-être qu'il faudrait faire évoluer les choses, c'est pas transformer, c'est évoluer pour que ça marche mieux. Là, oui. Et c'est vrai que c'est compliqué, parce que nous, on est peut-être encore plus dans l'interaction, et il faut que ça aille beaucoup plus vite que dans le monde de l'entreprise. Alors déjà, on va dire, sur une année sportive, on a des changements de collaborateurs, puisqu'il y a des joueurs qui s'en vont, il y en a d'autres qui arrivent. Donc il faut reformer un groupe. On peut avoir un changement d'entraîneur ou un changement de staff, ce qui fait que les méthodes de travail vont être différentes de ce qu'on a connu avant. On peut avoir un changement de président ou de direction, ce qui fait qu'il y a des choses qui vont évoluer tout en dessous à plusieurs niveaux. Donc tout ça, nous, on en a l'habitude, en plus les blessures, etc. Donc on est assez réactif par rapport à ça, et je pense que c'est aussi pour ça, et c'est mon avis, mais je pense ne pas me tromper, je pense que les anciens sportifs de haut niveau ont cette capacité, après, quand ils basculent dans le monde de l'entreprise, à être plus réactifs, plus productifs, à s'adapter plus vite au changement et à l'évolution de l'entreprise, et surtout à ce que demandent les dirigeants. Cette temporalité, Marvin, bon, il dit effectivement, c'est sûr que là, on était dans le vestiaire, c'est sûr que ça dure 10 minutes, faut prendre des décisions. Bon. Néanmoins, j'imagine que ça t'est arrivé de devoir quand même, lorsque tu as un retour de collaborateurs, d'acter assez rapidement, mais c'est aussi ce qu'on vous demande. Quand vous êtes leader, quand toi tu es le... Faut faire des choix. Oui, toi c'est ton... C'est là où c'est intéressant, parce que quand tu es leader, tu dois une position de leader, et c'est toi qui as la main sur le style que tu vas mettre en place pour corriger, changer, et ainsi de suite. Et il est très clair aussi qu'il y a des moments où il faut prendre des décisions qui doivent être rapides, efficaces, justes, tout de suite. Les personnes le comprendront par la suite, ou le comprendront pas, parce que peut-être que tu t'es planté. Mais en tant que leader, il y a un moment où il faut que tu fasses quelque chose. Et tu as des temporalités pour tout. Il y a des projets... tu peux avoir des projets internes qui vont durer 1 an et demi, où tu vas vraiment avoir le temps d'écouter, de prendre les retours, et ainsi de suite. Et puis, tu as des positions où, à un moment donné, il faut actionner tout de suite. Bah, c'est ton rôle. Voilà. Et d'ailleurs, si tu ne le fais pas tout de suite, il peut y avoir aussi une incompréhension de la part des collaborateurs en disant, mais qu'est-ce qu'il fait ? Parce que là, on ne devrait pas être en mode écoute, on devrait être, qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, il y a une perte de confiance. Qu'est-ce qu'on fait ? Oui, tu disais ? Tu disais qu'après, il y avait une perte de confiance envers le leader. Et du coup, pour les collaborateurs, après, il y a moins de productivité, c'est logique. Et Marvin souligne aussi quelque chose, il dit à un moment donné, le leader doit agir, doit prendre une décision, rebond avec ce que tu dis là, hein, c'est-à-dire pour que tout le monde se dise, bon, bah, ok, décision est prise. Je suis d'accord ou je suis pas d'accord, mais décision est prise. Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ta carrière, toi, à un moment donné, de devoir prendre une décision sur un shoot, sur un ballon, ce qu'il fallait faire, quoi, voilà, c'était là, quoi, c'était maintenant, quoi. Oui, alors c'est peut-être plus le cas quand on est coach. Et c'est vrai que l'entraîneur que j'ai essayé d'être à Aix-en-Provence, c'était l'entraîneur que j'aurais aimé avoir. Voilà. Donc j'ai vraiment essayé d'être le coach que j'aurais souhaité avoir pendant ma carrière de joueur. Par contre, quand j'ai eu des rôles majeurs dans les effectifs dans lesquels j'ai évolué, et en équipe de France, j'ai été capitaine pendant 7 ans, il y a pu y avoir effectivement des moments où il fallait prendre un peu la main, parce que j'étais plutôt, on va dire, moi, dans le fait de partager justement les responsabilités. J'ai souvenir, par exemple, de la finale du mondial en Suède, où on joue le Danemark, et on n'arrivait pas en fait à faire la différence au scoring avec les Danois. Donc on était à égalité pendant tout le match, et bon, nous on a
l'épreuve des pénaltys, parce que de temps en temps, il y a des fautes qui sont provoquées et qui nous amènent à tirer des jets de 7 mètres. Et nos 2 spécialistes avaient manqué. Et donc, je pense à 5 minutes de la fin, quelque chose comme ça, il y a un pénalty qui est sifflé pour nous. Et naturellement, en tant que capitaine, moi qui tirais les pénaltys aussi en club, et qui en avait tiré quelques-uns en équipe de France, bah, je me suis dirigé vers le ballon pour prendre le ballon. Je vais prendre ma responsabilité, quoi, en tant que capitaine. Bah, là, c'est à moi d'y aller, quoi. Et en fait, ce que j'ai su après, c'est qu'au moment où moi je me suis dirigé vers le ballon, bah, Claude Onesta était en train de se lever du banc pour dire « Jérôme va tirer le pénalty ». Mais ça, je ne l'ai su qu'après. Donc, comme quoi, des fois, il y a des prises de décision qui sont lucides et qui sont plutôt bienveillantes et qui sont justes. Mais des fois aussi, on peut faire des mauvais choix. Nous, ça peut être, par exemple, de prendre un shoot alors qu'on a un coéquipier qui est mieux placé ou tout seul. Et du coup, on est, on va dire, dans une position un peu moins préférentielle. Et du coup, on est en échec. Et après, nous, on culpabilise parce qu'on n'a pas fait la passe. Et celui qui n'a pas reçu la passe dit il ne me fait pas de passe, donc maintenant, il se débrouille, quoi. Il est déçu. Voilà, donc, exactement. Donc, c'est assez... c'est un vrai sport collectif, en fait. Et on est là pour gagner tous ensemble. Juste avant qu'on clôture cette deuxième partie, malheureusement, basculer sur la troisième et dernière, mais par rapport à ce que dit Jérôme là, Marvin, là, c'est... Toi, tu es dans le rôle de Claude Onesta, et donc tu as un collaborateur, donc on va dire, allez, ton capitaine, qui prend une décision sur un chantier avec un client qui est finalement celle que tu voulais lui indiquer. Toi, ton regard à ce moment-là, c'est de te dire, bon, l'osmose, elle est... Bah, déjà, c'est de la fierté. Oui, exactement. Indirectement, tu vois le lien qui se crée, alors même qu'il n'y a pas eu de communication, la personne a pris le lead, et tu attendais cette personne-là. Et je vais même aller plus loin, s'il n'avait pas pris le lead, il aurait fait son rôle de coach en disant vas-y. Et parce que peut-être qu'à ce moment-là, il aurait aimé et apprécié recevoir ce petit allez go, vas-y. Donc en fait, c'est là où on voit que ça fonctionne. Ce qu'on comprend là, enfin en tous les cas, moi ce que je retiens là quand même, c'est que plus on va encourager sur l'initiative, plutôt que la prise de risque, la prise d'initiative, plus visiblement, que ce soit dans le sport ou dans le monde de l'entreprise, on devrait arriver à obtenir des performances. Troisième et dernière thématique, messieurs, formation et développement des compétences. J'ai envie de te demander, Marianne, en fait, on se forme et on développe nos compétences tout le temps. Tout le temps. En permanence, en fait. Tout le temps, et c'est, pour le coup, là, c'est la responsabilité aussi de l'employeur que de faire en sorte que toutes ces équipes soient formées. Chez nous, par exemple, tous les collaborateurs bénéficient à minima au moins une fois par an d'une formation. C'est obligatoire, ça fait partie du plan de formation. Nous, on considère que les formations... Formation dans le cadre de l'entreprise. Parce que s'il y en a un qui te dit « je veux faire du macramé », bon... Alors, si je puis me permettre, pas que. Parce que, en tant qu'employeur, tu dois aussi répondre à un besoin qui est de se dire la personne individuellement doit prendre du plaisir et voir d'autres champs d'action. Et aujourd'hui, on ne travaille pas que sur des thématiques qui sont liées au domaine technique ou à l'amélioration au quotidien. On va travailler sur des thématiques comme la RSE, la QSE et ainsi de suite, qui n'ont pas forcément un lien direct avec l'entreprise. Aujourd'hui, quand on fait des exercices comme la fresque du climat, c'est pour avoir, on va dire, une connaissance générale de comment fonctionne l'environnement aujourd'hui, mais ça n'a pas de lien direct avec l'entreprise. C'est plus une prise de conscience, une prise de connaissance. Et après, il ne faut pas oublier qu'il y a l'esprit plaisir. Et l'esprit plaisir, c'est savoir aussi pour une entreprise dire, écoute, ça n'a pas de lien direct, ça te fait plaisir, c'est une forme de récompense aussi. Et on peut jouer sur ces terrains-là sans aucun problème. Ça veut dire que la formation, alors on comprend bien qu'elle est importante parce qu'elle permet le développement, j'allais dire, de talent. On peut le dire comme ça quand même. C'est ça. L'objectif, enfin en tout cas pour moi, c'est de faire en sorte que chaque collaborateur qui arrive avec un certain bagage, que ce soit sur du savoir-être ou du savoir-faire, reparte, parce que souvent c'est des aventures à moyen terme, on ne peut pas demander à quelqu'un d'être pendant 40 ans dans son entreprise, même si j'adorerais, mais c'est de se dire, ok, il a parcouru un bout de chemin avec nous, il est reparti meilleur que quand il est arrivé. C'est une réussite. Après il y a des échelles, il y en a qui vont repartir extrêmement meilleurs, il y en a qui vont repartir meilleurs, mais tant qu'il est reparti meilleur, c'est... Le combat est joué, quoi. Est-ce que dans le monde du sport, pareil, ce développement de talent, enfin en tous les cas de performance, de formation, il est continu aussi? Parce qu'on a un peu le sentiment, nous, de l'extérieur, quand on vous voit et on se dit, mais ce sont des légendes, des mecs qui ont... Bon, au bout d'un moment, les tirs de Jérôme Fernandez, il ne va pas les répéter 15 fois. Si,
Si, bien sûr. C'est un travail au quotidien. Et là où je rejoins Marvin, c'est que on essaye, entre guillemets, de faire en sorte que les joueurs qui évoluent dans le club repartent meilleurs que quand ils sont arrivés. Donc, je pense que chaque club, chaque staff essaye de mettre en place des choses, bien évidemment pour atteindre les objectifs collectifs, mais aussi pour faire progresser chaque individu à l'intérieur du collectif. Et moi, j'ai un super souvenir de mon passage à Aix-en-Provence en tant qu'entraîneur. C'est que j'ai recruté, puisque à l'époque, on n'était pas une équipe phare du championnat, j'ai recruté beaucoup de joueurs à fort potentiel. C'était des choix qui étaient faits par ma direction avec mon accord, ou plutôt l'inverse. Et donc, du coup, on essayait d'aller chercher des joueurs qui avaient des ambitions individuelles pour aller dans un meilleur club ou pour entrer en équipe nationale. Et on essayait de les accompagner là-dedans, mais tout en leur faisant comprendre que le plus gros objectif, c'était quand même l'objectif collectif. Mais qu'on était là aussi pour, entre guillemets, les rendre plus performants. Alors, il y en avait, c'était sur le plan mental, d'autres, c'était sur le plan physique, pour peaufiner certaines choses par rapport à leur poste. Il y en a, ça pouvait être de la technique, etc. Et ce qui m'a rendu le plus fier, c'est de voir plusieurs joueurs, français ou étrangers, incorporer leur équipe nationale au moment où ils étaient en club avec nous, alors qu'ils ne l'étaient pas au départ. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a rendu très fier. Et aujourd'hui, quand je vois un Emric Min qui évolue à Nantes et en équipe de France, un Karl Conan qui est à Montpellier, qui va signer au PSG la saison prochaine, qui est aussi passé par Aix-en-Provence à la même époque. Voilà, ce sont des joueurs qui ont incorporé l'équipe de France lorsqu'ils étaient à Aix-en-Provence, ou grâce au travail qu'on a mis en place avec mon staff, parce que je n'étais pas tout seul. Moi, j'agissais effectivement sur la partie tactique, technique, mais j'avais un staff très compétent, avec un entraîneur de gardien qui a énormément fait progresser mes gardiens, et Wesley Pardin a eu l'occasion aussi d'aller en équipe nationale et de montrer ce qu'il était capable de faire. Malheureusement, il s'est blessé, donc ça n'a pas pu aboutir sur quelque chose de pérenne. Mais en tout cas, il a eu sa chance. Il y a eu des joueurs étrangers comme ça aussi qui ont réussi à rentrer en équipe nationale espagnole, danoise, norvégienne, etc. Donc, ce travail-là a été très bien fait, et j'allais aussi compléter avec le préparateur physique qui, à chaque fois, faisait du travail sur mesure. Même deux joueurs qui évoluaient au même poste n'avaient pas la même séance de travail physique parce qu'ils avaient des besoins qui étaient différents. Et tu vois, je peux compléter, je me permets. L'approche sur mesure, en fait, elle se fait avec le collaborateur. C'est-à-dire que c'est lui qui est aussi acteur du changement. Bien sûr. Alors nous, dans le monde de l'entreprise, c'est au moment des entretiens individuels ou des entretiens professionnels où, en fin de compte, on va lui poser la question de qu'est-ce que tu as envie d'apprendre, qu'est-ce que tu veux faire, où est-ce que tu veux aller. Parce qu'il y a aussi des personnes qui préfèrent rester tranquillement là où elles sont. Oui. Et ça se passera très bien, et pendant des années. C'est-à-dire, on n'est pas là, l'entreprise n'est pas là forcément pour pousser. Elle peut être aussi pour rendre plus confortable que ce qui est aujourd'hui une personne à son poste. Et ça marchera très très bien. Mais il y a vraiment un rôle, c'est-à-dire que c'est pas que le dirigeant qui décide ou que le coach, c'est le joueur ou le collaborateur qui décide aussi. Parce qu'à la fin, in fine, c'est un lien à deux. Hein. S'il y en a qu'un qui décide, c'est autre chose. C'est là où je rejoins Marvin sur la notion de plaisir et d'humain aussi. C'est important de mettre de l'humain, de mettre de la discussion, d'exprimer les choses, et après de voir s'il y a des synergies, effectivement, pour que d'un côté, le dirigeant puisse aider le collaborateur à être meilleur, ou en tout cas à atteindre ses objectifs individuels, et de l'autre côté, le collaborateur à aider l'entreprise ou le collectif à performer pour atteindre les objectifs d'équipe. Objectif, en tout cas, contrat rempli pour nous, parce que là, on arrive au terme de cette émission. Vous l'aurez compris, on a parlé de l'humain, on a parlé du plaisir, on a parlé de la formation, on a parlé aussi du développement des compétences en permanence, et puis de l'organisation d'une structure, tout ça pour optimiser justement la performance sur le long terme. Ils ont parlé de stratégie, de défis aussi. C'est ce qui finalement réunit peut-être à la fois le sport et le monde de l'entreprise. Un dernier mot d'abord avec toi, Jérôme. Si tu devais ressortir comme ça une image de ta carrière incroyable, une image, qu'elle soit un but ou n'importe quoi, quelque chose, ou une phrase peut-être. C'est difficile parce que j'ai eu la chance de vivre énormément de moments extraordinaires. J'ai accompli
tous mes rêves, même au-delà. Moi, il y a 2 moments qui m'ont forcément marqué. Le premier, c'est la première Ligue des Champions que j'ai gagnée avec le Barça, qui est mon club de cœur, et où on a eu la chance de défiler dans les rues de Barcelone et dans le Nou Camp avec les footballeurs. Et donc, il y avait énormément de gens qui étaient là pour nous féliciter. Et puis, la deuxième chose, c'est avec l'équipe de France, avec laquelle j'ai gagné énormément de titres. J'ai eu cette chance-là. Mais c'est vrai que mon premier titre en tant que capitaine en 2009 en Croatie, ça a été un moment magique parce que soulever le trophée de champion du monde en tant que capitaine, alors que c'était ma première compétition avec ce rôle-là, et en plus, chez notre plus grand adversaire du moment, c'était quand même quelque chose de très particulier. 2009, où tu prends le relais du brassard porté alors notamment en 2008 à Pékin par Olivier Giroud notamment. Pour finir avec toi Marvin, tu as dit que l'entreprise 3DS Group, on va remettre le site internet, existe depuis 26 ans, une expertise, un savoir-faire, de l'humain, on l'a compris, des collaborateurs qui sont impliqués, qui sont passionnés par ce qu'ils font. Tu transmets aussi cette passion. Si tu devais là retirer un élément d'échange avec Jérôme à l'occasion de cette émission. Déjà, j'ai pris grand plaisir à discuter avec les Jérôme, parce que j'en avais même c'est vrai, deux pour le prix d'un. Et non, je pense qu'en échangeant ensemble, moi, ce qui me donne envie, ce que j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est que si ça vous a plu, considérez qu'il y a une entreprise aujourd'hui qui recrute, qui est en croissance, et je vous donne rendez-vous et n'hésitez pas surtout à nous contacter pour venir nous voir. Et si vous avez besoin d'expertise en communication visuelle, eh bien, du côté de 3DS, vous pouvez. Si vous avez besoin d'une expertise sur l'accompagnement dans votre entreprise aussi, moi, j'avais besoin de 3DS surtout. On va les laisser. Moi, j'avais besoin aussi d'une équipe technique. Je voulais les remercier. Benjamin Souhaité, Eva Marin, je vais y arriver. Hervé Richal notamment, pas que. Parce que, voilà, sportif en boîte chez Agora, ça se fait pas que tout seul. Il n'y a pas que Jérôme Papin, voire pas du tout même. Sans eux, on ne pourrait pas le faire. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve bientôt, nouveau terrain, autre sport très certainement, une autre société aussi, mais Sportif en boîte sera toujours présent. Et d'ici là, n'oubliez pas, regardez par la fenêtre, éteignez vos GSM, vous verrez, la vie est belle. 3DS Group a été heureux de vous présenter Sportif en boîte.